pour accompagner les élèves. Parce que nous savions que chaque année, la philosophie est une des matières quand même qui pose énormément de difficultés aux élèves. Surtout parce que c'est une discipline qui a un coefficient assez élevé, surtout pour les élèves qui font les séries L. N'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle nous avions ciblé cette matière. Mais nous compterions même cibler d'autres matières comme les mathématiques ou les sciences physiques pour les prochaines années. Voilà. Également, nous ne continuons pas, on n'arrête pas là, parce que même la commune de Yeumbeul Sud organise même des synthèses de maths, de français pour les élèves de la classe de 3e qui préparent le BFM. Voilà. Donc, chers élèves, soyez donc les bienvenus. En attendant donc certainement d'autres qui vont nous rejoindre en cours de route. Voilà. Donc, nous allons donc démarrer avec ça, en attendant. Voilà. Donc, Monsieur Sagnan, si vous nous entendez. Distingués invités, Messieurs les conférenciers, chers élèves, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Aujourd'hui, en cette occasion spéciale, je réalise à quel point il est important de reconnaître et de célébrer toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce moment possible. Tout d'abord, un immense remerciement à Dr Sirou Diallo, directeur général de la CNPNA et par ailleurs coordinateur départemental de PASTEF Keur Massar. Sans votre dévouement, votre soutien et votre implication, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous avez été d'une aide précieuse et c'est grâce à vous que nous pouvons partager ce moment. À tous les membres du MONEP qui ont travaillé sans relâche pour organiser cet événement, je veux vous dire combien je suis reconnaissant pour votre professionnalisme et votre créativité. Vous avez su faire preuve de patience, de résilience et de passion. Et c'est ce qui fait de cet événement une réussite. Je remercie également le conférencier, Dr Lukman Mané, pour sa confiance et son soutien indéfectible de venir partager ses connaissances philosophiques avec nous. C'est un privilège d'avoir des patriotes aussi engagés et inspirés comme vous. Enfin, je voudrais remercier à tous et toutes les candidats ici dans la salle. Votre présence est ce qui donne véritablement du sens à cette occasion et c'est grâce à vous que notre travail prend toute sa valeur. Chers élèves, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici dans la salle, dans le cadre de la volonté du MONEP d'accompagner nos différents candidats aux différents examens et concours. Aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner nos candidats au bac que nous souhaitons bonne chance. Le MONEP de tout cœur, le MONEP de Keur Massar a toujours apporté depuis son installation son soutien au combat pour un système éducatif inclusif au service de la qualité et de l'équité. Merci encore à toutes et à tous. Continuons d'aller de l'avant ensemble avec cette même énergie et cet engagement. Je vous remercie à vous tous. Merci. Aux élèves. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, cette salle est transformée en salle de classe. Vous avez en face de vous vos professeurs. Faites donc comme si vous étiez en salle de classe. Donc soyez concentrés. Bon, après, il y aura des questions, on vous donnera donc le micro.
Si vous avez des questions à poser, n'est-ce pas, vous pouvez les adresser au professeur pour d'autres éclaircissements. Et M. Sagna ainsi que le MONEP d'avoir vraiment tenu à m'inviter ici. Je m'appelle M. Diop, je suis professeur de français au lycée El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul. Donc je suis venu ici en ma qualité de modérateur, mais également je profiterai de l'occasion pour lever certaines ambiguïtés en français, si vous le désirez. Je pense que l'objectif principal, c'est la philosophie, mais en ma qualité de patriote foncièrement engagé, j'apporterai modestement ma contribution. Si vous avez des questions en français, je serai disponible. Je sais que M. Mané vraiment va nous livrer une brillante synthèse. J'en ai la conviction parce qu'il le fait depuis pratiquement des décennies. Et je sais qu'à la sortie de cette synthèse-là, vous sortirez revigoré, enrichi, pour préparer certainement et sereinement l'épreuve de philosophie et l'épreuve de baccalauréat en général. Donc, M. Mané m'a vraiment transmis de faire le rôle ô combien difficile d'être le modérateur. Un grand écrivain, comme Marcel Proust nous disait que la perfection n'existe nulle part, que la recherche relève du domaine divin. Et donc, nous allons vraiment, au cours de cette synthèse-là, essayer vraiment de faire de notre mieux. Dans le Coran, dans la sourate 39, verset 18, il est dit que ceux qui écoutent le discours et en suivent ce qu'il contient de meilleur, ce sont ceux-là que Allah a bien guidés et ce sont eux les dieux d'intelligence. Donc je vous invite à prendre ce qui est de meilleur dans le discours de M. Mané pour pouvoir faire à bon escient dans l'épreuve de baccalauréat qui nous attend la semaine prochaine. Donc comme Monsieur le présentateur l'a dit, donc ce sera un cours vraiment interactif. M. Mané ainsi que les élèves, c'est une salle de classe donc, qui, nous l'espérons, va être vraiment enrichissant. Donc si pratiquement on n'a pas encore d'autres mots, on peut commencer la science. Hein? S'il n'y a pas quelque chose vraiment à ajouter, on peut vraiment commencer. Permettez-moi d'abord de féliciter, c'est la MONEM, le MONEM. Donc, cette structure, je peux dire extraordinaire, qui vraiment donc, mérite des félicitations, en ce sens que organiser ces genres de journées de synthèse avec tout ce sacrifice, je pense que ce n'est pas donné à n'importe quelle organisation. Donc ça montre vraiment donc, votre patriotisme, mais également votre engagement pour le développement de ce pays, parce que l'éducation est à la base de tout. Aujourd'hui, on ne peut pas construire une nation en marge du système éducatif. Je pense que votre organisation a bien compris. Aujourd'hui, nous sommes là exclusivement pour accompagner nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos nièces, etc. D'abord, je vous mets à l'aise. Hein? Mettez-vous à l'aise. Tout ce que nous dirons ici, moi je ne suis pas là pour remplacer votre professeur, non, du tout. Je suis là pour l'accompagner, pour vous accompagner. Et je ne connais pas tout. Je suis un chercheur, je ne connais pas tout. Et je ne sais rien. Peut-être vous maîtrisez autre chose que je ne maîtrise pas. Mais on va essayer de les partager ensemble. Ne vous en faites pas. Si vous avez des questions ou des interpellations, n'hésitez pas de m'interrompre pour intervenir. Je vous donnerai la parole. Si vous avez des incompréhensions par rapport à ce que nous disions, ou ça par rapport à ce que nous allons dire dans nos discours, il ne faut pas hésiter à nous interpeller par rapport aux différentes questions. Nous serons là pour vous. Je pense que mon collègue sera là aussi pour vous accompagner. Parce que la littérature et la philosophie, c'est des choses qui font de pair. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer. D'abord, on ne peut pas tout voir, hein, tout le programme. C'est presque impossible. Mais l'essentiel sera vu. On va essayer de voir d'abord le domaine 1, la réflexion philosophique.
On va essayer de s'interroger qu'est-ce que la philosophie, nous reviendrons sur ça. Et nous reviendrons aussi sur la tentative de définition de la philosophie, ce qui va nous pousser à voir la définition étymologique. Et nous reviendrons aussi sur les caractéristiques de la philosophie et qu'est-ce qui fait de la philosophie ce qu'elle est et qui la différencie des autres formes de connaissance. Et nous reviendrons aussi sur les autres formes de connaissance comme la connaissance mythique, la connaissance religieuse, mais aussi la connaissance scientifique qui sont différentes de la connaissance philosophique. Mais aussi, nous reviendrons aussi sur les grandes interrogations philosophiques. Et ces grandes interrogations philosophiques, si le temps nous le permet, nous verrons ce qu'on appelle l'interrogation métaphysique, l'interrogation axiologique et l'interrogation anthropologique, si le temps nous le permet. Et nous reviendrons aussi sur, si vous le souhaitez, je pouvais travailler pédagogiquement en touchant comment dirais-je, la partie la plus, ça fait aussi partie la plus importante, qui est tout simplement les enjeux et perspectives donc, de la réflexion philosophique. Donc ça, je pense que quand nous verrons là un désaccord, selon vous, pourquoi il y aura un désaccord? Forcément, il y aura un désaccord. Pourquoi il y aura un désaccord? Oui, les autres. Attends, les autres, pourquoi il y aura un désaccord? Forcément, il était en prison, emprisonné avec les autres. Ils étaient là, ils ne voyaient pas, bon, selon lui, ils ne voyaient pas la réalité en tant que tel. Lui, il est sorti, il s'évade de la prison, il va contempler le monde réel, il revient pour sensibiliser les autres. Vous qui n'avez jamais fait de la philosophie, autant, par exemple, je vous donne un exemple. Vous n'avez jamais fait de la philosophie. Vous commencez à philosopher. Vous n'avez jamais fait de la philosophie. Vous étiez avec vos camarades, hein, dans le quartier, à la maison, etc., etc. Vous discutez de tout et de rien, hein, vous comprenez, autant. Mais lorsque vous étiez en terminale, vous commencez à faire de la philosophie, vous commencez à comprendre beaucoup de choses, vous commencez à dire que, mais on nous dit que, voilà, donc on ne mange pas, on n'achète pas le charbon la nuit, mais vous dites que, mais ça c'est des illusions, ça c'est pas une vérité. On vous dit, voilà, donc on ne se lave pas la nuit, vous dites que non, ça c'est pas des vérités. Vous parlez de toi, tout ce que les gens parlent là, tu dis, moi je pense que ça c'est pas rationnel quoi. Si on veut parler de la réalité, on vous dit non, la nuit, il semblerait qu'on ne passe pas ici à 1h du matin, tu dis non, mais ça, tu passes là-bas à 1h du matin quoi. Tu comprends? Les gens, ils parlent des vérités, c'est pas des choses qui ne vous conviennent pas, tu remets en question toujours. Quand les gens sont en train de parler sur des autres, tu dis non, ça c'est pas bon. Si tu veux vraiment, donc, ça c'est des contre-valeurs. Vous comprenez? Voilà, tu commences à remettre en question. Mais qu'est-ce qui se passera entre toi et les autres? Je parle, je te donne. Ça, la philosophie, c'est terre à terre. Hein? C'est des choses qui sont simples. Chaque jour, nous vivons ces choses-là chez nous. Qu'est-ce qui se passera entre toi et tes camarades et la famille, etc. etc. Tu adoptes ce nouveau comportement-là envers ces derniers-là. Qu'est-ce qu'ils diront? Entre toi et eux. Mais au-delà de ça, il dit qu'il y a le désaccord. Donc, qu'est-ce qu'ils vont te traiter? On fout. On fout. Ou quelqu'un commence à déraper. Ou quelqu'un qui te fout des gens. Ils vont même si tu ne fais pas attention, tu auras des problèmes avec les gens. C'est-à-dire qu'au moment de t'avouer, c'est que les gens, c'est pour ça que je disais dès le départ, que la philosophie, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est tellement simple. Moi, c'est comme ça que je dispense les cours. Je vous donne, je vous donne des exemples terre à terre. Chaque jour, vos vécus quotidiens, c'est ce que je vous donne comme exemple. Vous prenez votre propre exemple. C'est en ce moment que vous comprenez que la philosophie n'est pas compliquée. C'est exactement ça. Ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Un exemple pour appuyer. Hein? Oui, allez-y, oui. Vous laissez un peu prendre le projet. Oui. Voilà. C'est ça. Allez-y. C'est ça. Maintenant, c'est-à-dire ce qu'il vient de dire. Bon, c'est des réalités que nous avons vécues, nous qui sommes là aujourd'hui comme étant vos professeurs. Quand je faisais la terminale, c'était comme ça. Après mon premier cours de philosophie, deuxième cours, déjà je commençais à discuter avec mes grands frères.
Un de mes grands frères était un imam. On menait une discussion, mais à un certain moment, il m'a arrêté, il m'a dit que, mais toi là, ce que tu apprenais maintenant, il faut cesser. Il faut cesser ça parce que tu commences à être quelqu'un qui ne croit même pas qui n'a même pas de foi, et tu commences à dérailler. Est-ce que par la suite, toi-même, tu vas même prier? Exactement. Commencez à me traiter cela. Exactement. Oui, parce que bon, j'ai compris à travers la philosophie que certaines choses, franchement, comme on disait, franchement, ce ne sont pas des réalités. Voilà, c'est avec la philosophie que j'ai compris. Voilà, donc il a même parlé des mythes. Voilà. Auparavant, il y a même un grand arbre. La nuit, mais c'était tellement, voilà, les gens étaient paniqués la nuit, juste après le crépuscule, personne n'osait passer là. Ouais. Mais juste après, quand j'ai fait ces cours de philosophie, moi, je passais là. Voilà. Et puis rien n'est arrivé. Non. Donc, c'est pour vous expliquer que franchement, voilà, c'est la réalité. Donc, je pense que c'est le modérateur. Oui. Voilà, donc pour renchérir, surtout, ça me rappelle un peu mes cours de philosophie au lycée Valdiodio Ndiaye avec notre excellent professeur de philosophie. Je pense que, comme il l'a défini, je pense que je prenais note sur la philosophie. Comme il l'a dit, ils ne sont d'accord que sur le désaccord. Donc, s'interdire, se poser un certain nombre de questions. Pourquoi ça? Ça franchit surtout de la pensée critique. Critiquer de tout, remettre en question ce qui a été fait. Et donc, c'est ça, en fait, l'objectif de la philosophie. Cela ne fait pas de nous, en fait, des anticonformistes. Mais on s'interroge la pensée critique pour voir exactement la réalité des choses. C'est ça l'objectif. On parle toujours des différences. On parle toujours des caractéristiques. Ce qui caractérise la philosophie et qui fait qu'elle est différente des autres formes de connaissance. La religion est une connaissance. Comment dirais-je, le mythe est une connaissance, mais aussi la science est une connaissance. La philosophie et la science. Qu'est-ce que la science? Oui, allez-y. Oui. Non, c'est pas. Non, la religion, elle relève plus du domaine de la foi. Il y a Imam Ahmed Ghazali, au XIe siècle, qui disait à Bagdad que j'ai dû mettre une croix sur ma raison pour continuer de croire en Dieu. Parce que la raison en tant que telle ne peut pas appréhender les vérités provenant de la providence. Maintenant, c'est ce qui fait qu'il y a une ligne de démarcation nette entre la philosophie et la religion. Maintenant, quand on enseigne parfois, on veut nous faire accepter qu'en réalité, on ne peut pas faire de dichotomie entre philosophie et religion. Et que la philosophie est une complémentarité de la religion. En mon sens, non. Il y a clairement une démarcation parce que philosophie, depuis ses origines, parce que vous avez parlé tout à l'heure du mythe de la caverne platonicienne, où il fait référence à une forme de connaissance qui ne relève pas de notre monde intérieur. Parce que tout ce qui pour lui est dans ce monde intérieur n'est que illusion, n'est que ombre. La vérité, la réalité pour moi, elle est ailleurs. Et il faut aller la chercher dans les chaînes de la raison. Mais, quand on voit le raisonnement de Hassali, lui, il est ailleurs. Il dépasse les sensations, il dépasse la raison, il dépasse la philosophie. Maintenant, il va au-delà, il va vers ce qu'on appelle la sensation, vers la foi. Parce que pour lui, non-sens, le goût, l'odorat, le toucher, la vision, l'œil, nous trompe. Parce que peut-être qu'il donne un exemple en disant que quand je sors au dehors, je regarde le soleil, j'ai l'impression de voir un ballon de football. Mais ma raison me corrige tout de suite en me disant qu'il est plus grand que cela. Ça veut dire que mon sens me trompe. Je ne peux pas faire foi à mon regard. Mais autant aussi la raison qui corrige mon sens peut aussi se tromper sur beaucoup de domaines. 1 plus 1 égale 2 n'est pas une vérité qu'on peut accepter tout le temps. Donc la raison aussi ne peut pas faire foi à la vérité. Donc maintenant, si la philosophie qui se cantonne seulement de considérer les connaissances comme étant seulement les éléments de la raison, la philosophie donc entre en guerre contre la religion, parce que pour la religion, la raison n'est pas forcément le moyen de connaissance le plus fiable chez l'homme. On peut accepter plus que
Un homme n'est pas seulement raison. L'homme, il est raison. L'homme, il est autre chose. Maintenant, ça veut dire que donc, pourquoi la philosophie qui, dans sa procédure intégrale depuis sa naissance, ne peut considérer le doute. Le doute est, je pense que Kant a une fois, dans ses textes, parlé de doute en disant qu'il faut douter de tout. Et ça, c'est le leitmotiv de tous les philosophes qui ont pensé que tout ce qui ne découle pas du doute ne peut pas être considéré comme une vérité. Et même cette vérité-là, émanant du doute, doit être encore remise en cause comme c'est la diaspora. Maintenant, nous, est-ce que, en tant que musulmans, en tant que croyants, on peut s'approprier de la philosophie, s'approprier la philosophie. Et je pense que donc ça, à juste titre, le monsieur qui est à l'extrême gauche, son grand frère, à juste titre, avait peur que la philosophie ne fasse des dégâts sur le rationnel de son petit frère. Parce que tout simplement, est-ce que l'enfant, il a encore les moyens de pouvoir découvrir les autres vérités qui remettraient en cause les vérités philosophiques? Parce qu'à son âge, ça peut avoir un chamboulement sur sa foi. Donc, et c'est pourquoi que les gens peut-être ont une certaine caricature sur la philosophie. Maintenant, je suis d'accord, les plus grands philosophes étaient des musulmans. Ça, il faut le dire. Maintenant, il ne faut pas que les quelques clichés de Kant, de Descartes, de Marx et de Nietzsche, peut-être symbolisent la philosophie dans son intégralité. Donc ça, ce sont des questions existentielles qu'on peut poser et que nos philosophes, parce que nous sommes des apprentis, etc., mais les philosophes doivent éclairer la tête de ceux qui les regardent, en leur faisant comprendre que, attention, les connaissances, il faut y exclure la religion. La religion n'est pas une connaissance, la religion est une croyance. Et ça m'a fait penser à l'œuvre de Souleymane Bachir Diagne, quand il parlait de la relation entre philosophie et religion, surtout l'islam, philosophie et l'islam, comment soumettre donc, aux exigences de la raison à travers donc, les textes et récits de la tradition musulmane. Donc tout ça, c'est ce qu'il vient de dire. Donc il y a une relation quand même entre la philosophie néanmoins et la religion. Si bien que même en tout cas je ne sais pas, est-ce que j'ai bien compris quand même, mais je peux dire que dans la religion il y a la philosophie. Il y a la philosophie. Parce que tout le temps on parle de religion islamique, de la philosophie islamique. Donc voilà, il faut au moins éclairer donc, la lanterne en tout cas aux élèves pour qu'ils puissent en tout cas mieux comprendre tout ça. Qui est à l'origine de tout ça. La création des bombes atomiques. Le monde vit dans la stupeur. Le monde vit dans l'inquiétude. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une guerre mondiale. Parce qu'il chaque pays cherche à se doter de l'arme nucléaire. Parce qu'on pense que c'est un moyen de prévention. L'humanité est complètement menacée. Regardez les guerres un peu partout. Les gens sont en guerre. Est-ce que la science aujourd'hui qui se prétend régler tous les problèmes de l'humain est réellement en train de les faire? Nu, tété, également la philosophie ou d'autres sciences n'auraient-elles pas leur raison d'être en ce sens-là? Parce que dans la... Oui. Hein? Oui. Oui. C'est ce que les gens disent. On dit, les gens, est-ce que c'est l'être humain qui utilise mal la science ou c'est la science qui est à l'origine de ça? Moi, je dirais que si on ne créait pas ces objets-là, et pourtant, on pourrait ne pas les créer. Si on sait que ces objets-là que nous créons pouvaient détruire ou l'être humain... Oui, allez-y, oui. Oui. Très bien. Oui, appuyez, oui, dans le même sens. Oui, sans conscience. N'est que d'une de l'âme. Tout à fait. Oui. Parce que la science, c'est pas un sujet de pensée. C'est pas quelqu'un qui agit. Oui. C'est-à-dire, on lui fait agir, oui, c'est ça. Nous avons constaté ensemble que le monde vit dans la stupéfaction.
Le monde vit dans la peur. C'est dû à quoi? Je reviendrai sur vos questions. Je reviendrai. C'est dû à quoi? C'est dû à ces progrès technoscientifiques démesurés. Alors, aujourd'hui, si l'homme est machinisé, l'homme est instrumentalisé, la dignité humaine est bafouée, on ne pense plus à la morale, on pense qu'au matériel. Parce que, aujourd'hui, c'est le problème. L'autre n'est rien parce que l'autre est incapable de créer. L'autre ne fait que de la théorie parce qu'elle ne crée pas, elle ne sert à rien. L'autre ne sert à rien parce qu'elle est incapable de régler nos besoins immédiats. C'est ce qui passe dans la société. Et ce que nous constatons aujourd'hui, les autres formes de savoir, en l'occurrence la philosophie, est beaucoup indexée parce que son incapacité de créer comme la science crée. Or, la philosophie crée quelque chose qui est l'esprit, qui nous permet aujourd'hui de transcender certains clivages, certains intérêts crypto-personnels qui peuvent aujourd'hui détruire l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous parle de ces progrès technosciences, ou je vous parle également de ces dérapages de la science, c'est l'égoïsme de l'être humain en tant que tel qui utilise cette science-là. Et s'il ne saurait pas l'être humain qui crée ces objets ou ces matériels qui peuvent nuire l'humanité, or il pouvait se limiter tout simplement à la création des choses qui sauraient être utiles pour l'être humain. C'est tout simplement de son égoïsme démesuré qu'il crée l'être humain, qui est ce scientifique, crée des objets qui peuvent nuire même son existence. Or, et pourtant, il pouvait l'éviter. Et pourquoi il ne l'a pas évité? C'est ça l'intervention également de la philosophie. C'est pour cela Samuel Kuhn disait, dans une crise, dans le paradigme, les scientifiques se posent des questions purement philosophiques. Pourquoi y a-t-il crise? Que faut-il faire? Doit-on renoncer au paradigme? Ce sont des questions purement philosophiques. C'est ça d'où l'importance de la science et de la philosophie. Parce qu'aujourd'hui, le monde seul, la science seule ne peut pas résoudre le problème de l'humanité. Or, le problème de l'humanité ne se limite pas tout simplement au portable ou également à ce matériel, à ce luxe que nous possédons tous les jours. Le problème de l'humanité, c'est l'être humain en tant que tel, sa dignité, sa valeur, son essence. Quand je parle d'essence, l'essence de l'être humain, ce qui fait que nous sommes là. Toutes ces questions ont été négligées. Pourquoi? Parce que l'être humain aujourd'hui, l'homme ne voit rien que le matériel, le luxe et le confort qui a dominé notre esprit, qui fait que tout ce qui n'est pas luxe et qui n'est pas confort est complètement réservé au second plan. Regardez, même si vous êtes dans la famille et que vous êtes pauvre, l'autre là est riche. Qu'est-ce qu'on donne de considération de plus? Celui-là qui est riche. Et celui-là qui est pauvre, même s'il a des connaissances, il a des valeurs. On néglige parce que les humains sont emportés, sont omnibulés par le matériel, qui fait qu'ils ne voient plus rien de l'être humain dans sa dignité, dans sa personnalité, dans son essence, et que ces choses-là sont complètement négligées. Une cérémonie, un amphithéâtre qui a été animé par le conseiller du ministre Cheikh Diba, qui s'appelle Malan Senifati, spécialiste de l'intelligence artificielle, qui avait animé une conférence qui parlait de l'intelligence artificielle à l'Institut supérieur des finances publiques à Dakar. Et vraiment, il parlait de l'importance de l'intelligence artificielle, surtout cette politique-là vraiment que le gouvernement souhaite mettre en place avec ce qu'on appelle le New Deal technologique, en collaboration avec le ministère de l'économie numérique et des télécommunications et de la communication. C'est très actuel. Il se pourrait que peut-être, en ma qualité de professeur de français, je vais être très prudent, mais c'est très actuel, l'intelligence artificielle. Et pour revenir vraiment à ce que vous avez dit, la question de la conscience, il parle de ça. Il dit que l'intelligence artificielle a certes beaucoup d'avantages, mais également beaucoup d'inconvénients. Et il interpelle, comme vous l'avez si bien dit, la question de la confiance. Conscience. Vous savez, quand on parle de l'importance de la philosophie ou l'utilité de la philosophie, ça dépendra de la conception de l'importance, de la conception du mot importance, quoi. Donc, ou du mot création, mais également
du mot innovation. Vous savez, si on compare, hein, par exemple, la philosophie à la science, dans le domaine même de la création, prenez-moi, on continue, prenez l'image. Si vous prenez l'exemple, par exemple, de la science, dans son domaine de prédilection qui est de la création, aujourd'hui, la science a atteint un niveau extraordinaire qui est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous voulez soutenir, demandez avant de soutenir ma thèse, il a fallu tester votre mémoire. Est-ce que votre mémoire d'abord a un logiciel de l'intelligence artificielle pour détecter si votre mémoire a été rédigée par l'IA, Université Cheikh Anta Diop. Je vous souhaite de faire le mémoire ou la maîtrise ou le doctorat si vous l'avez le temps. Mais avant de soutenir, on va d'abord tester votre mémoire pour voir est-ce que c'est l'IA, c'est généré par l'IA. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, tu n'as même pas besoin, en 30 secondes, tu peux rédiger ton mémoire de master, ton mémoire de doctorat. En moins d'1 minute, tu peux rédiger à travers l'intelligence artificielle. Tu demandes tu interroges le sujet à l'intelligence artificielle, automatiquement, il te génère tout ce que tu as besoin. Mais c'est extraordinaire. La science a atteint à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la philosophie ne peut pas créer de l'intelligence artificielle. La philosophie peut créer l'esprit qui nous poussera tout simplement à faire la distinction sur des questions morales. Est-ce qu'il fallait utiliser l'intelligence artificielle dans tous les domaines? Est-ce que l'intelligence artificielle aurait sa raison d'être dans tous les secteurs ou dans tous les domaines? Est-ce qu'on aurait, à travers notre conscience morale, nous permettra tout simplement d'utiliser un mémoire en utilisant l'IA qui va générer tout ce que nous voulons faire? Et que ces travaux qu'on peut faire 3 ans, 4 ans, l'IA le fait en 2 minutes. Est-ce que la tricherie, la philosophie se poserait la question, est-ce qu'au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle à de bonnes échéances, que de l'utiliser à des tricheries? C'est ça la question, c'est l'interrogation de la philosophie en ce sens-là. La philosophie ne serait-elle pas une limite devant la science? C'est bien ça, une limite devant la science. C'est dire que la philosophie ne pourrait constituer une limite devant la science, d'autant plus qu'ils ne sont pas dans les mêmes domaines. La science a son domaine bien défini. On dit que la science, c'est des sciences exactes, donc des résultats concrets palpables. Or, la philosophie ne peut pas être cernée. Le domaine de la philosophie tourne autour de l'homme, autour de son esprit, autour du discernement, autour de la logique. Ce qui fait que la philosophie ne peut que compléter la science. Et la question, si on le résume de façon terre à terre, par rapport à l'évolution technologique, on a parlé des temps, en notre temps, on parlait des robots. Des robotiques qu'on pensait pouvoir remplacer l'homme. On a vu que ces robots ont montré leur limite. De robots, on est arrivé aujourd'hui avec l'évolution technologique à l'intelligence artificielle. D'autant plus qu'on dit que c'est artificiel, ça veut dire que ça peut être cerné. Et on le met en rapport, en contradiction avec l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle ne peut pas constituer une limite avec l'intelligence humaine qui elle-même crée cette intelligence artificielle. C'est pour dire, est-ce qu'un robot peut remplacer Dieu pour créer un être humain? Puisqu'un robot ne peut pas remplacer Dieu pour créer un être humain, un robot ne peut pas remplacer l'être humain dans la réflexion, dans le discernement, dans la logique et dans tout ce qui pourrait tourner
c'est dire que c'est deux matières qui se distinguent mais qui se complètent. C'est ça que je voulais ajouter. Elle est enseignante, c'est normal. Elle a une double casquette, donc elle vient en tant que parlementaire, mais aussi en tant qu'enseignante. Et les enseignants, quand il y a un débat, voilà, donc c'est comme ça. Par rapport à cette interrogation, moi je pense qu'il y a une question de sémantique qu'il faut d'abord relever. Parce que quand on dit philosophie, si on veut restreindre sa signification au mot raisonnement, là, on pourrait être d'accord que philosophie et science doivent continuer à cheminer ensemble. Elles se complètent, les deux sciences. Mais la conception que les gens ont de la philosophie, c'est une science qui n'a le sens que dans le contenu. Qui n'a le sens que dans le contenu. Donc ça donne une autre dimension du mot philosophie. Maintenant, est-ce que cette caractéristique de la philosophie rime-t-elle forcément avec la science? Je ne pense pas. Parce que la science, elle est dans une logique de quête perpétuelle, de vérité. À chaque fois qu'on découvre une vérité, on la matérialise, on l'expérimente, on discute. Ensuite, en attendant de voir ses limites. Alors que la philosophie, elle n'est pas dans cette logique. Vous avez évoqué dans votre argumentaire deux grands penseurs, Bachelard et Auguste Comte, qui se sont opposés sur la question. Bachelard pense que la science ne peut pas être objective à 100%, elle a des limites. Auguste Comte pense que l'humanité aujourd'hui à un niveau où les sciences, autres que la science exacte, sont aujourd'hui derrière nous. Le monde a des phases. À sa phase adolescente, on pouvait accepter certaines conceptions de vérité sociale, telles que la philosophie et autres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde, une autre dimension, où ces questions-là sont dépassées. Aujourd'hui, l'homme est dans le factuel. Aujourd'hui, l'homme est dans la découverte. Aujourd'hui, l'homme est dans le progrès, parce qu'on est dans le temps. Donc je pense qu'il y a une dichotomie qu'il faut faire entre philosophie et raisonnement. Si on fait cette ligne de démarcation, il n'y a aucun problème. Mais les gens veulent parfois dire que philosophie égale raisonnement. C'est comme si sur la question de la religion, on disait que la religion ne peut pas aller sans la philosophie. Ça c'est dit. Moi je dis que la religion ne peut pas exclure la raison. Parce que la raison a existé bien avant l'existence de la philosophie. Donc la philosophie en tant que science ne peut pas être indispensable à la religion. Donc c'est ça, il y a peut-être une petite nuance que les gens ne voient pas tellement, mais qui marque peut-être même à la limite une petite différence. Donc quand il dit que est-ce que la science a de bons, la philosophie a de bons jours devant elle, on peut s'interroger, d'autant qu'un grand philosophe disait que la philosophie n'est que l'oiseau de mineur qui prend son envol qu'à la tombée de la nuit. Et dans pendant le jour, ce qui se passe, qu'est-ce qui règne? Ça, c'est la science. Donc la philosophie doit venir tellement à période de crise. Donc, c'est des questions qu'on ne doit pas accepter que les clichés nous soient imposés. Parce que la philosophie à tant que telle nous soit enseignée, il faut surtout. Donc commençons par toucher même des mythes de la philosophie. On doit même commencer par douter de la philosophie à tant que telle. Donc je pense que ça c'est une question, c'est bon, ça c'est un peu académique parce que c'est des questions sur lesquelles même les grands philosophes ne sont pas d'accord. Voilà, donc bon, c'était juste une petite contribution. Voilà. Sur la croyance en Dieu, sur l'islam qui dit que la création commence par Adam. Et sur l'évolution également, nous avons appris et nous leur enseignons l'évolution, la spécialisation. Comme je préfère dans une société qui parle de l'évolution, Darwin, qui parle de l'évolution, qui parle du Big Bang, qui parle de l'âge de la Terre depuis 4,7 milliards d'années. Des fois, je leur parle de ça, je leur dis que l'homme est issu d'un processus de création de plusieurs étapes. Homo sapiens vient en dernier lieu. Mais il y avait les hommes, Homo néandertalis, Homo erectus, etc. qui ont évolué. Ensuite, je leur dis aussi que nous pose la question à savoir que l'islam nous dit que nous enseigne que le premier homme c'est Adam. Adam est notre grand-père direct. Maintenant, monsieur, est-ce que nous, maintenant, comment peut-on cerner ça? Quelle est la question? Maintenant, moi, je vous renvoie à la question parce que des fois j'ai des difficultés à répondre à mes élèves sur ça. Je leur enseigne que la science nous dit que l'homme est issu d'une évolution. Ensuite, je leur dis
ils m'ont posé la question à savoir que le premier auteur d'après l'islam, nous pouvons vers Allah. Et Adam qui crée donc tout est créé à travers l'image de l'homme. Mais cela ne peut pas remplacer l'homme. Parce qu'à chaque fois, l'objet créé, ou bien la chose créée, a toujours ses limites. Et c'est à travers ces limites-là que l'homme encore s'inspire pour pouvoir encore recréer, redynamiser encore la chose, pour pouvoir encore trouver d'autres résultats. C'est ce que j'ai à dire. Oui, mais effectivement, c'est l'homme qui est en train de s'entendre. Merci. Alors, merci beaucoup pour les deux interventions. On ne peut pas distinguer le philosophe du scientifique, également le scientifique du philosophe. Parce que celui qui faisait la philosophie faisait en même temps la science. On ne peut pas les distinguer depuis l'Antiquité. Parce que si vous regardez les Platon, c'était des grands philosophes. Vous regardez des Aristote, c'est des grands philosophes, en même temps des grands scientifiques. Aristote étudie la théologie, les mathématiques les plus dures. Vous comprenez? Platon, pareil. Si vous regardez aussi le père même du mot philosophie qu'on appelle Pythagore, c'est un philosophe, en même temps c'est un grand scientifique. Vous comprenez? Platon, dans son académie, qui est considéré l'une des les premières universités donc, européennes, écrit devant son portail que nul n'entre ici que s'il n'est géomètre, alors qu'il n'est pas seulement géomètre, il est philosophe aussi en même temps. Donc, dans ces domaines, dans ces temples de savoir-là, on étudie beaucoup de sciences. Que ce soit la philosophie, l'art, on étudie aussi la théologie, on étudie aussi des mathématiques, la géographie, etc., l'astronomie. Ils faisaient ces mêmes sciences-là en même temps. Ils étaient des philosophes et ils étaient aussi en même temps des scientifiques. Vous comprenez? En ce temps-là, on ne peut pas les distinguer. Et rupture, c'est juste après le 17e, 18e siècle. Vous comprenez? Lorsque la science se démarque complètement de la philosophie, parce que ce ne sont pas les mêmes méthodes, ce ne sont pas les mêmes approches, quoi. Donc, ce ne sont plus les mêmes approches. Or, parce que la philosophie se fonde sur ce qu'on appelle une théorie. Une théorie, même si la science, d'abord, se fonde sur la théorie avant de pratiquer. Mais le concret, parce que la science, sa démarche est beaucoup plus... Lorsque les sciences expérimentales, là, parce que les sciences avec Galilée, le monde, voilà, donc, parle de langage mathématique. Donc, Galilée, il se dit... On ne peut plus continuer à cheminer ensemble avec la philosophie. La science commence à reculer. Donc, pourquoi? Parce que c'est une question de démarche, hein. Parce que si vous regardez la science expérimentale, parce que malheureusement, certainement, on ne peut pas avoir l'épistémologie, il y a différents types de sciences. Les sciences sociales, les sciences logico-formelles et les sciences expérimentales. On prend seulement l'exemple de la science expérimentale. La science expérimentale, on a ce qu'on appelle, on passe d'abord par l'observation. L'observation, on émet une hypothèse. Hypothèse, qu'est-ce qu'on va faire? On va expérimenter. Expérimenter, vérification, résultat. Résultat sera quoi? Apodictique et universel. Les résultats scientifiques sont considérés, on va revenir sur ça, même si Bachelard a remis en question que les sciences ne sont pas forcément objectives, elles tendent vers l'objectivité. Mais on considère les résultats scientifiques comme étant universels, c'est-à-dire que parce qu'on regarde la démarche scientifique, est-ce que toutes les démarches ont été respectées pour arriver à ce résultat-là? Si tel est le cas, automatiquement, le résultat est considéré comme étant universel ou apodictique par le paradigme. Si ça ne respecte pas toutes les démarches scientifiques pour arriver à ce résultat, le résultat est complètement infirmé. Si le résultat est confirmé, ça devient une loi universelle. C'est pour ça que quand il parlait 1 plus 1 égale 2. Si vous quittez ici au Sénégal, vous allez aux États-Unis, vous dites 1 plus 1 à un scientifique, c'est 2, parce que c'est considéré comme étant un résultat apodictique ou universel. Si tu demandes à un philosophe 1 plus 1, il ne te dira pas 1, 2. Donc, on n'est plus en domaine de philosophie parce que leurs démarches ne sont plus les mêmes. Vous comprenez? Leurs approches ne sont plus les mêmes. Par conséquent, ils ne peuvent pas voir les mêmes choses de la même manière là. Automatiquement, il y aura divorce. Donc, la science a pris ce qu'on appelle son envol. La philosophie est restée de l'autre côté. Vous comprenez? On va voir. De ce côté, vous verrez que la science va évoluer. Par rapport à ce qu'on appelle, sa démarche, va essayer tout simplement, donc, il y aura une évolution. Cette évolution, la technique va s'appuyer de la science, parce qu'il faut faire la différence. La technique
s'appuie de la science pour créer. Pour la création, ce n'est pas la science qui crée, mais c'est la technique qui crée. Pour que la technique crée, il faut que la technique s'appuie de la science pour créer, ce qu'on appelle la technoscience. Donc cette démarche scientifique permettra de créer. Or, si nous voulons la philosophie ne peut pas créer de manière concrète. Ce micro-là, c'est la science qui l'a créé, à travers la technique. Donc la technique s'appuie sur la science pour créer. Or, les philosophes, à travers leur démarche, nous, on ne peut pas créer de manière concrète. Même si on peut créer d'une autre manière, mais de manière concrète, on ne peut pas créer. Alors, en ce sens-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura les progrès scientifiques. La technoscience, la science va dominer le monde. La science va conquérir le monde à travers ce qu'on appelle ses découvertes. L'évolution de la science, la révolution industrielle, parce que c'est dû à la révolution de la technoscience. Et la science va créer, parce qu'elle s'est démarquée de la philosophie, elle a ce qu'on appelle ses propres approches, elle a ce qu'on appelle sa propre démarche. Cette démarche qui est complètement une démarche particulière, qui va lui permettre de pouvoir créer à travers ce qu'on appelle la technique. Donc, c'est ce qui va pousser. Aujourd'hui, la science va dominer le monde à travers ses nombreuses créations. La science ou la technoscience deviendra au cœur de tout. L'humanité aujourd'hui va se confier à la science. Suivez bien, hein? Cette partie est importante. Les créations de la science, de la technoscience, feront en sorte que l'humanité ne se confie plus à la philosophie ni aux autres formes de savoir ou de connaissance. L'humanité se confie à la science ou à la technoscience grâce à ses créations. Grâce à cette création technoscientifique, le monde est devenu un village planétaire. L'inconnu est connu aujourd'hui. Ce qu'on ne connaissait pas dans le passé est connu aujourd'hui. Ce qui n'était pas faisable est faisable aujourd'hui. Grâce aux technosciences. Aujourd'hui, grâce à la science, nous parvenons donc à communiquer avec vous. Et nous parvenons à communiquer à travers l'Internet, à travers ce qu'on appelle l'Internet. Aujourd'hui, on peut être, le monde est devenu un village planétaire, on peut être ici au Sénégal. Et qu'on nous suit aux États-Unis grâce à l'Internet. Ça, c'est la science. Aujourd'hui, la science a évolué dans le domaine de la médecine. Aujourd'hui, même, on parle même de l'IA dans la médecine. L'IA, l'intelligence artificielle en médecine. On parle aussi de l'espace. La science a conquis le monde jusqu'à conquérir ce qu'on appelle l'espace. C'est pour cela que Rostand nous dit que la science a fait de nous des dieux avant que nous méritions d'être des humains. La science nous a donné un pouvoir incommensurable, extraordinaire, qu'on n'aurait jamais pensé. Ce qui n'était pas connu est connu aujourd'hui. Le monde est complètement maîtrisé, entre guillemets, par les technosciences. La science aujourd'hui, à travers la technique, nous a facilité beaucoup de choses dans notre vie. A aidé l'homme dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine spatial, dans le domaine maritime, dans le domaine du transport, dans tous les domaines, dans le domaine de l'Internet, de l'informatique, dans tous les domaines. La science aujourd'hui a convaincu l'humanité. Pourquoi? Parce que grâce aux techniques. Et ces techniques-là aujourd'hui ont facilité beaucoup de choses à l'être humain. C'est pour cela, Furzer-Rars dit, comparé à la science, l'activité philosophique est nulle et vaine, elle ne passe par un vain bavardage. Parce que selon eux, la science aujourd'hui a dominé le monde en ce sens qu'on ne peut même pas parler de philosophie ou de la religion. Parce que pour eux, c'est des choses qui sont dépassées. Regardez Auguste Comte, c'est un positiviste. Auguste Comte nous dit que l'esprit humain, au cours de sa progression, passe successivement par 3 étapes. L'esprit humain, au cours de sa progression, passe successivement par 3 étapes. L'état théologique, qui est l'état religieux. Ici, pour expliquer le monde, pour expliquer les choses, l'homme utilise Dieu pour donner des explications. Il y a l'état métaphysique, qui est considéré comme abstrait, comme l'état philosophique. Il y a l'état scientifique ou positif. Cet état-là, Auguste Comte nous dit, c'est le meilleur état.
c'est l'état de la maturité. Parce que selon lui, l'état théologique, c'est l'état enfance. L'homme ne peut pas expliquer les réalités de la vie. L'homme s'appuie sur Dieu pour donner des explications. L'état métaphysique, c'est l'état-là, il parle de l'adolescence de l'esprit. L'esprit n'a pas un peu évolué, mais n'est pas mature. Il parle de la philosophie. L'état scientifique, c'est l'état positif. C'est là où il parle de la maturité de l'esprit. C'est en ce moment qu'on peut créer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, l'être humain doit se passer de la religion et de la philosophie pour se confier à la science. Parce que seule science peut régler ces problèmes. Voilà l'idéologie des scientifiques. Pour eux, la philosophie, les autres formes de savoir n'ont pas leur raison d'être. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus satisfaire le besoin immédiat des citoyens ou des humains. Qu'est-ce qu'on doit se confier? On doit se confier à la science. Berthelot dit, confiez-vous à la science. Si elle ne règle pas vos problèmes aujourd'hui, il les réglera ou elle les réglera dans un avenir proche. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont ce qu'on appelle, on les appelle les scientifiques. Ceux-là qui ont des croyances aveugles à la science, on les appelle les scientifiques. C'est différent des scientifiques. Les scientifiques, ce sont là qui pensent que seule la science peut résoudre tous les problèmes de l'humanité. On les appelle les scientifiques. Est-ce que réellement la science peut résoudre tous les problèmes de l'humanité? Est-ce que la science peut résoudre tous les problèmes de l'humanité? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qui dépassent la science? Est-ce qu'aujourd'hui le monde n'est pas en train de sombrer grâce aux découvertes scientifiques? À certaines découvertes scientifiques. Est-ce qu'aujourd'hui le monde ne pleure pas grâce à certaines découvertes scientifiques? Est-ce que la stabilité, la quiétude que la science cherche à nous donner n'est pas en train d'ébranler de jour en jour? Je peux dire que la réponse pourrait être positive, en ce sens qu'aujourd'hui, regardez seulement la crise nucléaire qu'on peut parler, c'est avant-hier même, c'est hier même. Je pense qu'on a bombardé l'Iran. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il ne peut pas, même la science même ne peut pas créer une troisième guerre mondiale? On ne sait pas. Aujourd'hui, l'homme est machinisé, l'homme est instrumentalisé, l'homme est bafoué, la dignité humaine est bafouée. L'homme est négligé, l'homme est considéré comme un objet. Grâce à ces découvertes scientifiques. L'homme n'est pas au cœur de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on prend le matériel comme étant au-dessus de l'être humain. L'être humain est négligé et complètement, sa dignité est bafouée. Regardez aujourd'hui à travers ce qu'on appelle la chirurgie esthétique, le clonage, la fécondation in vitro. Toutes ces pratiques-là, c'est à l'encontre de la dignité humaine et la valeur humaine. Je salue et je remercie le Présidium, les chers professeurs enseignants qui ont fait l'intervention pendant la synthèse. Je félicite le MONEP départemental et tous les responsables MONEP communaux qui sont ici présents. Donc, c'est sous deux casquettes que je vais parler. La casquette de l'enseignant qui a été un jour à votre place, préparant le bac, préparant une épreuve qu'on juge parfois difficile et qui ne l'est pas, l'épreuve de philosophie. C'était des anticipés, je ne sais pas si c'est le cas jusqu'à présent. Donc, comme vous l'ont dit les différents professeurs qui ont eu à intervenir, la philosophie, ce n'est pas une matière bête. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est ma matière bête. Il n'y a pas de matière bête. C'est des idées arrêtées qui vous crispent par rapport à ce que vous devez faire. Nous ne sommes pas en période de vision, nous sommes en période de révision. Ça suppose que vous avez dû viser tous les thèmes qui tournent autour de la philosophie et qui font aujourd'hui l'objet de synthèse. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas des cours qu'on vous donne. On vous rafraîchit la mémoire par rapport à ce que vous avez étudié avec un professeur et différentes interventions viennent conforter ce qui vous a été enseigné. Ce qu'on vous dit en tant que candidat, c'est de ne pas être mécanique. Être mécanique, c'est quoi? On s'attend à des sujets qu'on a développés en classe. On s'attend à des sujets qu'on a pu rencontrer pendant les révisions ou pendant les apprentissages.
Ce qui ne peut pas être le cas. Et même si c'est le cas, il faudra contextualiser. Est-ce que c'est la même chose que j'ai vue? C'est pour dire qu'on va parler tout le temps de fuite et l'intelligence artificielle vient aggraver. Vous avez dû rencontrer beaucoup de sujets, vous avez dû faire beaucoup de thèmes, de plans, de sujets que vous comptez reproduire textuellement si vous tombez sur un sujet identique ou un sujet similaire. C'est ce qu'il faut éviter. Le professeur vous l'a dit, en revenant sur la méthodologie, il faut contextualiser le sujet. Ce qu'il ne faut pas aussi, c'est de vouloir partir à l'examen avec l'idée arrêtée de « je vais faire tel exercice, je vais faire la dissertation ou je vais faire le commentaire ». Elle sourit parce qu'elle est dans cette logique. C'est extrêmement grave. Parce que quand vous vous préparez pour la dissertation, vous venez, le sujet de commentaire est plus accessible pour vous, vous avez des difficultés parce que vous n'avez pas révisé la méthodologie du commentaire. Donc, à cette période-là, tout doit tourner le plus sur la méthodologie. Réviser la dissertation, tous les points qui doivent être mis dans la dissertation, réviser la méthodologie du commentaire, comment ça doit se passer. Le reste, c'est le jour J. Il faut y aller avec sérénité. Vous ne pouvez pas avoir un sujet avant le sujet. C'est quand on distribuera les sujets que vous aurez vos sujets. Et c'est là que vous allez choisir si je vais me pencher sur la dissertation ou le commentaire en fonction de ce que j'ai dans ma tête. La méthodologie, on vous l'a dit, il faut la respecter. Ce n'est pas des idées arrêtées, ce n'est pas une somme d'idées, ce n'est pas une somme de citations. C'est un exercice cohérent qui vient de vous-même, de votre tête. Remettez le sujet dans son contexte. Délimitez le sujet par rapport au thème. Parce que la philosophie, c'est des thèmes. Vous remettez le sujet qui vous est posé par rapport à son thème. Lisez, relisez, sortez les idées générales. Maintenant, en dissertant ou en commentant, c'est là que vous discutez, c'est là que vous illustrez, c'est là que vous argumentez, dans une suite logique. Vous sortez, vous classez l'examen déjà fait et vous vous focalisez sur le reste. C'est comme ça qu'on fait un examen et c'est comme ça qu'on prépare un examen. Ça, c'est l'enseignant qui vous parle. Votre honorable député ne peut que vous souhaiter une très bonne chance pour ces examens-là. Je souhaite que cet examen-là soit le bon pour vous, que vous le passiez avec succès. Pour une première fois, pour une deuxième fois, que ce soit l'examen que vous devez passer avec succès. Je prie pour vous, je vous le souhaite, je vous encourage et dites-vous que je serai près de vous durant toutes les épreuves parce que je prierai à chaque matin que vous vous levez pour aller dans vos centres d'examen. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup, l'assistant. D'abord, je tiens à remercier l'honorable député Marie-Ange qui tient toujours à donner son soutien physique au MONEP. Ce n'est pas pour rien parce qu'elle est de profession enseignante. Donc chaque fois que le MONEP a besoin d'elle, elle est toujours là, elle répond présente. Donc on tient à vous remercier au nom du MONEP départemental. Ce que je veux dire aux élèves, presque elle m'a marché sur la langue, je ne terminerai que ces deux sur le souhait. Le souhait serait tourner tout en vous demandant d'abord d'avoir confiance en vous. Parce que ce qu'on dit toujours à l'examen, un candidat qui réussit probablement à l'examen, c'est celui qui a confiance en soi. Les 99% de la réussite, c'est la confiance en soi. Je dis toujours à mes candidats, il ne faut pas douter si tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir. Dis-toi que tu vas réussir à l'examen. Et laisse tout au bon Dieu. C'est le bon Dieu qui va définir, qui va passer et qui ne passera pas. Donc mets-toi en question que moi je vais réussir à mon examen. Maintenant, et fais tout ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire de moins pour pouvoir réussir à votre examen. Donc je vous souhaite bonne chance à vous tous
que vous réussissez à votre examen. Si je reviens un peu sur la question de l'amour dont les élèves ont posé aux conférenciers, moi je dis toujours à les élèves que l'amour c'est la chose que vous n'avez pas reçue. C'est quand vos cœurs s'inclinent sur une chose que vous n'avez pas. Donc c'est ça qu'on dit l'amour. Vous actuellement, votre cœur tend vers le bac, parce que vous ne l'avez pas encore reçu. Toutefois que vous aurez le bac, vous penserez à autre chose, pas le bac. Donc que Dieu vous donne cet amour que vous tendez vers. Donc, et je remercie aussi tous les membres du MONEP qui sont là présents et ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Parce que peut-être par contrainte de temps, et aujourd'hui on sait très bien que nous sommes tous dans le temps de révision, et partout. Et dans le calendrier national, depuis du 14 jusqu'au 14, du 14 juin au 14 juillet, qu'on a ficelé le calendrier de révision, de synthèse et autres. Donc tout le monde s'active là-dessus. Et le MONEP de Keur Massar n'est pas en reste en cela. Donc ça aussi, on peut signaler cela. Donc c'est ce que j'ai ajouté, si je peux me limiter ainsi. Pour parler un peu du wolof waaw kon ñu ngi sant yàlla ci bi mu ñu mayee tey ñu organiser mbir mi di sant di gërëm mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi muy ay xam ne ay élèves lañu wala ay responsable politique yoon nag yemul ci benn bu neexee yàlla yii dinañ ko defaat ko d'ailleurs sax am na yoo xam ne ñu ngi koy bëgg a defal ñi nga xam ne moom mooy les candidats au brevet BFM am na yu ñu bëgg a def kon pareegunu lii yëpp dafay entrer en ligne directe avec la vision 2050 de notre parti qui est le parti PASTEF, surtout en matière de capital humain, parce que nit ñi dañ leen war a jàppale former leen éduquer leen ba nga xamante ne ni ëllëg programme bi nga xamante ne ni moom lañ bëgg amal bëgg Sénégal bu fa yeggee réew yëpp naw ko li ñu war a njëkk a def mooy tàggat ndaw yi ci wàllu formation ci wàllu njàng lii ñu def nii nag ci loolu lay dugg moo tax tey ñu amal ko te pareegunu même vacances yi am na ay camp de vacances yoo xam ne ñu ngi koy waajal pour taxawal ko ak yeneen i programme dans les communes bu ko defee kon ñu ngi leen di jox rendez-vous ci yooyu ñu xam ne lii nag MONEP bu département Keur Massar moom moo ko amal muy le mouvement national des enseignants patriotes si département Keur Massar bi moom moo amaloon activité bi kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen jox rendez-vous pour les prochaines séances asalaamaaleykum jërë ngeen jëf.